Le matérialisme divin, chapitre 7, le vrai réel. Elle avançait seule dans un monde aux apparences éclatées. Ceux-là même qui faisaient sonner le premier tocsin ou le premier carillon par leur couleur ou leur science ne connaissaient pas le sens de leurs gestes. Nous allons dans la forêt de l'avenir, les yeux bandés, cependant que l'avenir est déjà là, qui pousse nos mains et nos pas. Elle avait 23-24 ans. Elle allait seule et sans peur dans plusieurs mondes à la fois, la nuit et le jour, et cette matière qu'elle clarifiait semblait s'enfoncer de plus en plus à travers des temps sans horloge et des espaces non comptés, dans une étrange géographie où le passé et l'avenir se mêlaient. Et cette matière si solide fluait sous des courants puissants, laissant seulement intacte une petite croûte fragile, futile, presque fausse, et pourtant si impérieusement capitale pour son âme matérialiste, comme si ce grain d'astre égaré contenait la clé de tous les autres astres, cette petite cellule vibrante, le pouvoir même qui faisait vibrer tous les mondes. Et ce petit geste impromptu, cette banalité qui passe, l'ultime scène où se dénouaient et se nouaient tous les nœuds des autres mondes. Une petite représentation décisive de quelque chose dont elle cherchait à tâtons les lois et le mouvement vrai. Sans doute, Dieu, entre guillemets, l'avait-il bénie de ne rien connaître du bouddhisme, sinon elle eût peut-être versé dans la grande maya illusionniste, bénie de ne rien connaître d'aucun isme. Elle allait, innocemment et seule, avec des yeux ouverts de tous les côtés. Et pourquoi la manière d'être des yeux ouverts serait-elle plus fausse que la manière d'être des yeux fermés? Et qui sait? Rien n'était absolument vrai d'aucun côté, sauf ce quelque chose dans son cœur qui brillait au milieu de tout, la nuit, le jour, dans la banalité ou la merveille, la catastrophe ou la non-catastrophe, et qui poussait, en quête de la vraie vérité de la matière comme de l'esprit. Je suis passé à travers toutes sortes de choses dans la vie, toujours avec l'impression d'une sorte de lumière, si intangible, si parfaitement pure, pas au sens moral, purement lumière, qu'elle pouvait aller partout, se mêler à tout, sans jamais être mélangée à rien. Toute petite, je sentais ça, cette flamme, une flamme blanche, et jamais je n'ai eu de dégoût, de mépris, de recul, jamais le sentiment d'être sali par rien ni personne, c'était toujours comme cela, une flamme blanche, blanche, si blanche que rien ne pouvait l'empêcher d'être blanche. Et qu'est-ce qui pouvait faire peur à ça? Quel Maya pouvait tenir devant ça? Quel paradis ou quel enfer des 12 mondes? Ou du 13e, le nôtre, qui n'est peut-être pas encore vraiment ce qu'il est? Et quand il sera vraiment ce qu'il est, peut-être les 13 mondes ne feront-ils plus qu'un, dans un temps sans misère et un espace sans heurts, et dans un corps sans mort. Le supersens. Au fond, nous disons que Mira était en quête de la vraie loi de la matière, du mouvement vrai de la vie, mais tout tourne imperceptiblement autour d'un seul problème
ou d'un seul fait. Le fait, c'est que l'on meurt, ou du moins le corps meurt. Et tant que nous n'aurons pas trouvé la clé de la mort, nous n'aurons pas la clé de la vie ni de la matière. C'est étrange. Pour comprendre vraiment ce qu'est la matière, il faut comprendre ce qu'est la mort, comme si notre manière de voir la matière faisait aussi la mort, les deux ensemble. Nulle révolution spirituelle ou scientifique ne révolutionnera rien tant que nous n'aurons pas fait la révolution de la mort. Ce côté et tous les côtés du monde sont séparés par une seule lacune qui fait que, dans un corps, la vie et le monde sont d'une certaine manière, et sans corps, ils sont d'une autre manière. Deux manières séparées par un corps qui meurt. Qui meurt, peut-être parce qu'il n'a pas trouvé la manière. Trouver la vraie manière, c'est trouver la vraie loi de la vie et de la matière. C'est combler la lacune qui empêche la vie d'être vraiment la vie, autre chose qu'une proie de la mort, et la matière d'être vraiment ce qu'elle est, car qu'est-elle? Nous n'en savons rien vraiment, sauf par nos microscopes qui ne doivent guère être plus intelligents que nous, ou qui sont seulement la projection de notre propre intelligence. Le même filet doré ou noir qui se prolonge jusqu'à l'infinitésimal, la même paire de lunettes qui se regardent d'une autre façon, mais où est la façon qui change tout? Si une seule fois nous ouvrons la vraie fenêtre dans la matière, elle devra s'en trouver aussi radicalement changée que le jour où la fenêtre du mental a remplacé la fenêtre du singe. Là-bas, à Calcutta, Sri Aurobindo aussi voyait les apparences éclater comme Mira, et bientôt il écrira: tout le monde sait maintenant que la science n'est pas un énoncé de la vérité des choses, mais seulement un langage pour exprimer une certaine expérience des objets, leur structure, leur mathématiques, une impression coordonnée et utilisable de leur processus, rien de plus. La matière elle-même est quelque chose, peut-être une formation d'énergie, dont nous connaissons superficiellement la structure telle qu'elle apparaît à notre mental et à nos sens et à certains instruments d'examen, dont on soupçonne maintenant qu'ils déterminent largement leurs propres résultats, la nature adaptant ses réponses à l'instrument utilisé. Mais nul savant n'en sait davantage ou ne peut en savoir davantage. Letters on Yoga. C'est cette quête-là que Mira commençait pas à pas et qu'elle allait poursuivre jour après jour et nuit après nuit jusqu'à 95 ans. Voir des visions ne l'intéressait pas spécialement, pas plus que voir les traits de celui-ci ou les traits de celui-là changer de ligne et de couleur, ou les objets s'enfoncer dans une autre dimension. Mais où est la vraie dimension? Tout cela ne l'intéressait que dans la mesure où cela changeait quelque chose à la matière et à son organisation, et finalement où cela pouvait quelque chose pour le monde, ce monde-ci, où elle marchait parfaitement solidement. C'est l'une des caractéristiques fondamentales de Mère et de Mira, son pragmatisme. Ce qu'elle voyait, elle ne cherchait pas à en faire une philosophie ni un système, mais un moyen d'action.
Jamais je n'avais eu la curiosité de comprendre de cette façon-là, avec la tête. Ça ne m'intéressait pas. Le résultat m'intéressait. Comment cela changerait au-dedans? Comment l'attitude vis-à-vis du monde était changée? Comment la position vis-à-vis de la création était changée? Ça, cela m'intéressait, toute petite. Tout ce petit monde que les enfants ont autour d'eux. Comment se faisait-il qu'après certaines choses, qui avaient des allures tout à fait ordinaires, ma relation avec lui était changée, tout ce qui était autour était tout à fait changé, et c'était toujours la même chose. Au lieu de se sentir en dessous, avec quelque chose qui vous pèse sur la tête et on va comme un âne sur le chemin. On était au-dessus et on pouvait regarder, on pouvait sourire et puis, petit à petit, on pouvait commencer à changer. Ça qui était de travers, pourquoi ne pas le mettre droit, comme on range un tiroir? Pour trouver le secret du corps et de la matière, il faut d'abord en être le maître, c'est évident. Nul ne peut dire ce qu'est la prison tant qu'il n'en est pas sorti. Autant enfoncer un microscope dans les murs pour connaître la réalité de l'hôpital Sainte-Anne. Et d'abord, comment fonctionnent les sens, les yeux qui regardent le microscope? Elle faisait des centaines d'expériences tous les jours, à tout propos et surtout hors de propos, et nous aurions du mal à choisir parmi ces sautillements d'oiseaux sans cage. Pourtant, nous avons la chance qu'elle se soit souvenue d'un type d'expérience particulier qui nous indique dans quel sens ou l'un des sens dans lequel coulait sa quête. J'ai été pendant plusieurs mois immobilisée dans un lit et je trouvais cela assez ennuyeux. Je voulais voir. J'habitais une chambre et au bout de la chambre, il y avait une autre petite chambre. Et au bout de la petite chambre, il y avait une sorte de pont. Et au milieu du jardin, ce pont se changeait en escalier et descendait dans un très grand et très bel atelier construit au milieu du jardin. C'était l'atelier de la rue Le Mercier. Alors, je restais bien tranquille, je fermais les yeux et j'envoyais ma conscience petit à petit, petit à petit. On concentre sa conscience et puis on la prolonge, pour ainsi dire. Vraiment, c'est comme si on la prolongeait presque matériellement, comme cela. Et on fait tout le chemin. Et puis, on arrive dans l'atelier. Si on le fait convenablement, on voit ce qu'il y a dans l'atelier. On peut entendre ce qui s'y passe, quoique soi-même on ne soit pas dans l'atelier. Le corps est couché dans un lit, dans une chambre, mais c'est la conscience qui est projetée. C'est une conscience physique. Ce n'est pas un état intérieur, parce qu'on voit physiquement, on entend physiquement. S'il y a des gens dans la chambre, on les voit, et s'ils parlent, on les entend parler. C'est une espèce de supersens, c'est-à-dire un sens arrivé à un degré d'intensité et de raffinement tel qu'il peut justement sentir ce que le sens ordinaire ne sent pas, voir à distance, et réellement voir, voir physiquement, à distance, à travers les murs. Ce supersens, c'est la conscience, parce qu'il n'y a qu'un sens finalement, la conscience, qui par commodité évolutive a pris l'habitude de se servir des yeux, des oreilles, etc. Mais c'est seulement une espèce de paresse évolutive, pourrions-nous dire, ou de condescendance peut-être, qui accepte pendant un temps les moyens du bébé évolutif que nous sommes, et qui croit fermement que sans yeux on ne peut pas voir, sans oreilles on ne peut pas entendre, et sans corps on ne peut pas vivre. Et parce qu'il le croit, c'est comme ça. S'il cesse d'y croire, ce peut très bien être autrement.
Et peut-être que si nous cessions de croire en la mort, ce serait parfaitement autrement aussi. Il y a beaucoup d'habitudes à changer. La prison des habitudes millénaires, disait-elle. Elle retrouvait toute seule ce que savaient d'anciens sages, ce sanjnana des textes sanscrits, que Sri Aurobindo définit si limpidement à sa manière. Fondamentalement, la faculté de sentir n'est pas l'opération de certains organes physiques, mais le contact de la conscience avec son objet sanjnana. L'enfant de l'évolution que nous sommes oublie toujours la loi fondamentale qui lui donnerait la clé des champs et de sa prison, à savoir que ce monde est un, une totalité indivisible et sans séparation, dans laquelle nous avons taillé des termitières, des carapaces, des boîtes crâniennes, mais tout cela communique instantanément comme si c'était un seul corps. Nous sommes un seul corps de monde, et il n'est pas plus étonnant de toucher New York ou Hong Kong ou l'atelier de la rue Le Mercier que de toucher cette égratignure au bout de son pied, ou plus étonnant que cette petite cellule-là connaisse cette autre cellule au sein de son propre corps. Nous nous sommes mis dans une cage et nous disons « c'est la loi ». Oui, c'est la loi de notre cage, mais ce n'est pas la loi du monde ni de la matière. Le sommeil conscient. Prolonger la conscience est un premier pas. Être indépendant des instruments physiques en est un autre. Et finalement, être indépendant du corps. Ce corps est un poste de relais, disait Sri Aurobindo. Mais qu'est-ce qu'il relaye? Il y a beau temps que Mira était indépendante de son corps, comme ça, sans l'avoir voulu ni cherché. C'était une sorte d'objet détachable qu'elle pouvait quitter n'importe où pour aller se promener ailleurs. Mais où ailleurs? Il y a beaucoup d'ailleurs. Et Mira ne s'intéressait pas plus aux promenades qu'aux visions si elle ne lui apportait un moyen de mieux connaître et de mieux agir sur cette matière, son premier champ. Et pourquoi aurait-elle pris un corps si c'était seulement pour le quitter et si elle pouvait mieux vivre ailleurs? C'est simple et logique. On se demande même pourquoi on a fait tant d'histoires avec les paradis et les béatitudes d'en haut si c'est seulement pour s'y béatifier tandis que le reste pourrit. L'économie de la nature s'est toujours révélée sage. Et si elle a construit cette cage, c'est peut-être, après tout et malgré tout, qu'il y a quelque chose dans cette cage qui n'est pas ailleurs. Notre matérialisme se révèle toujours la meilleure pierre de touche. Seulement, ce n'est pas un matérialisme descendant, pourrions-nous dire, un matérialisme de la mort qu'il faudrait cultiver, mais un matérialisme ascendant qui se saisit de cette matière pour lui faire rendre autre chose que des téléphones et des colifichets ou même des super tableaux et des super symphonies qui sont encore une chanson d'ailleurs. Mira voulait que l'ailleurs soit ici aussi, jusque dans cette matière et les cellules de ce corps. Elle était simple et tout d'une pièce. Si c'est toujours et tous les jours. Ou ce n'est pas. Les béatitudes ensommeillées ou les messes méditations du dimanche n'étaient pas pour elle. Le jour, cela veut dire 1440 minutes et un certain nombre de secondes. Mais il faut d'abord connaître le fonctionnement vrai de la cage, le mécanisme.
et toujours cette matière qui lui semblait de plus en plus mystérieuse et plastique, comme l'énergie d'Einstein ou comme les ondes particules de Louis de Broglie, ce corps qui meurt, pourquoi ça meurt? Parce que tout le reste continuait de vivre très bien sous ses yeux, avec ou sans corps et très plastiquement. Elle n'en était pas du tout à la philosophie, ni à aucun isme d'aucune sorte. Je ne croyais que ce que je voyais, ce que je touchais. Elle voyait toutes sortes de choses. Et d'abord, tous ces mondes ou ces plans de conscience qui s'échelonnaient depuis la matière la plus matérielle, sans interruption, sans peut-être même pouvoir dire où commençait la matière et où finissait l'esprit, jusqu'à des régions de plus en plus vastes, de plus en plus éthérées et très agréables à vivre, où la conscience semblait presque s'évanouir. Mais là aussi, qu'est-ce que cet évanouissement? Une limite ou notre propre limite? Une supercage ou quoi? Elle commençait à s'y reconnaître dans tous ces mondes et à passer de l'un à l'autre avec beaucoup de dextérité, comme on passe d'un vêtement à l'autre, toujours plus léger, plus large, tandis que ce corps physique était là-bas, tout au bout du fil, à un petit fil de lumière, profondément endormi, entre guillemets, d'un sommeil de plus en plus profond, à mesure qu'elle s'éloignait, entre guillemets encore, presque cataleptique finalement. La vie, la mort, c'était juste ce fil. Et vraiment, rien ne mourait, sauf ce petit bout de machin là-bas au bout d'un fil. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait jamais peur de rien. Et il y avait cette flamme blanche partout. Le sommeil était donc son premier champ d'étude, rue Le Mercier. Ce n'est pas compliqué, c'est sous la main. Simplement, elle s'entraînait à ne pas perdre une seconde le fil de la conscience à travers toutes ses promenades. Elle voulait savoir où elle allait, ce qu'elle faisait, et pourquoi elle le faisait, et comment cette action nocturne rejaillissait sur sa vie dans la matière ou s'entremêlait aux incidents et accidents qui survenaient tout d'un coup, bizarrement, le lendemain, comme s'ils étaient la continuation ou la conséquence de ses promenades. Surtout, ne pas tomber dans un trou d'inconscience. Mira ne voulait à aucun prix de l'inconscience, c'était la mort pour elle, la vraie mort. Avoir les yeux ouverts, toujours et partout, de ce côté du monde et de n'importe quel côté. Et ce n'était pas toujours commode au début, parce que, entre chaque monde ou chaque plan, il y a comme une petite marche à franchir, un imperceptible changement d'être, juste un souffle, et on perd le contact, c'est-à-dire qu'on dort comme une bête. Certaines gens n'ont pas de chemin entre un état d'être et l'autre. Il y a un petit trou, et alors ils sautent de l'un à l'autre. Il n'y a pas de chemin traversant tous les états d'être sans interruption de conscience. Un petit trou noir, on ne se souvient pas. C'est comme un petit précipice où il faut prolonger la conscience. Pour construire un pont, il faut très longtemps. Ça prend encore plus de temps que pour construire un pont physique. Elle construisait toutes les marches, patiemment, nuit après nuit, et elle avait fini par ne jamais dormir, entre guillemets. Pendant plus d'un an, je me suis livrée à cette sorte de discipline de soi. Je notais tout, quelques mots, une petite chose, une impression, et j'essayais de passer d'un souvenir à un autre.
Au début, ce n'était pas très productif, mais au bout de 14 mois à peu près, je pouvais suivre, en commençant par la fin, tous les rêves, entre guillemets, jusqu'au commencement de la nuit. Ça vous met dans un état si conscient, si continu, que finalement je ne dormais plus du tout. Mon corps était étendu, profondément endormi, mais il n'y avait aucun repos dans la conscience. Le résultat était absolument merveilleux. On devient conscient des différentes phases du sommeil et d'absolument tout ce qui s'y passe dans le moindre détail. Alors, plus rien ne peut échapper à votre contrôle. C'était ce contrôle qui l'intéressait. Car à quoi sert de rêver si ça ne change rien à la matière? Si le chercheur a pris soin d'unifier son être, et s'il a infusé sa conscience dans les éléments constituant son corps, son sommeil sera un sommeil conscient et d'ordre universel. Il pourra, à volonté, savoir ce qui se passe ici ou là, en celui-ci ou en celui-là, dans ce coin du monde ou dans un autre. Et sa conscience, naturellement, étant universelle, le mettra en contact avec toutes les choses qu'il voudra savoir. Au lieu d'avoir un sommeil inconscient et inutile, excepté au point de vue purement physiologique, il aura un sommeil productif et tout à fait conscient. Et elle expliquait ainsi le mécanisme du rappel. Tu laisses la tête exactement à la même place où elle était, et tu fais au-dedans de toi comme un miroir tranquille, et tu te concentres là-dessus. Tu attrapes un joli bout de la queue du rêve. Tu attrapes cela, et tu commences à tirer doucement, toujours sans bouger. Tu commences à tirer tout doucement, et puis une partie vient. Après, il en vient une autre. On va à reculons. C'est le dernier qui vient le premier. Tout va à reculons, doucement, et tout d'un coup, tout le rêve apparaît. Ah, voilà, c'était comme ça. Surtout, ne saute pas, ne bouge pas. Tu te répètes le rêve à toi-même plusieurs fois, une fois, deux fois, jusqu'à ce que ce soit clair dans tous les détails. Une fois que ce rêve-là est réglé, tu continues à ne pas bouger. Tu essaies d'aller plus loin au-dedans. Et tout d'un coup, tu attrapes la queue d'autre chose. Ça, c'est plus lointain, plus vague, mais tu pourras encore l'attraper. Et puis là aussi, tu accroches et tu attrapes et tu tires et tu vois que tout change et tu entres dans un autre monde. Tout d'un coup, tu as une aventure extraordinaire, c'est un autre rêve. Tu suis le même procédé, tu te racontes à toi-même le rêve, une fois, deux fois, jusqu'à ce que tu sois certain. Tu restes toujours très tranquille, puis tu commences à pénétrer encore plus profondément au-dedans de toi, comme si tu entrais très loin, très loin, très loin. Et puis tout à coup, tu vois une forme vague, tu as une impression, une sensation, comme un courant d'air, une petite brise,
un petit souffle, tu dis « Tiens, tiens ». Cela prend une forme, cela devient clair, et la troisième catégorie arrive. Et finalement, au bout de toutes les catégories, là-haut dans la conscience, il y avait une suprême phase, purement lumineuse, blanche, sans mouvement, où tout se reposait comme dans l'éternité et d'où l'on sortait rafraîchi. Quelques minutes de ce bain-là, et tout était suprêmement détendu, renouvelé. Il nous reste à découvrir que tous ces mondes ou ces plans sont la source de tout ce qui nous arrive ici, et que nos millions de petits hasards se trament très sûrement et très méthodiquement et continuellement là, comme par quelqu'un qui sait tout et qui voit tout, et qui est peut-être nous-mêmes, sans découpage, dans une petite coquille mentale. Alors, nous nous apercevrons que nous sommes naturellement universels. Le corps subtil. Mais d'abord, il y avait cette frontière immédiate de la matière, là où l'on ne savait pas très bien si c'était de la matière encore ou autre chose, ou une autre matière, ou la vraie matière peut-être. Mais cela, elle le voyait même les yeux ouverts. Elle voyait autour d'elle et autour de tout le monde, mais avec des aspects très différents. Un corps plus léger, ou un vêtement plus léger, qu'elle prenait pour se promener dans l'immédiat de la matière, un monde qui était à la ressemblance du monde physique, mais un physique qui grincerait moins, où les choses sont plus harmonieuses, plus satisfaisantes, et puis moins excitées. Il y a moins le sentiment de hâte, d'incertitude. Et puis, ce corps plus léger l'accompagnait partout, même sur les boulevards, et c'était comme le moyen de transport dans cette autre matière moins lourde, comme une doublure du monde physique, disait-elle. Elle découvrait ce qu'avaient découvert des milliers de gens, pas spécialement sages, ici et là, sous toutes les latitudes et depuis des milliers d'années, mais qui est occulté à nos yeux par notre regard trop lourdement matérialiste. Le Sukshma Shariva de la tradition indienne, le corps subtil qui va jouer un rôle considérable dans notre histoire, nous le verrons. Elle le voyait depuis longtemps, ce corps, depuis toute petite. La compréhension là-haut de la conscience intellectuelle est venue longtemps après l'expérience. L'expérience est venue depuis ma toute petite enfance, comme cela, massive, d'un bloc. Ça vous prend, et vous n'avez pas besoin de croire ou de ne pas croire, de savoir ou de ne pas savoir, rien de tout cela, plan. Il n'y a rien à dire, vous êtes en face de la chose. La chose, en l'occurrence, c'est le corps que les gens prennent parfois dans le sommeil, ou plus radicalement encore quand ils meurent. C'est la première étape d'un voyage qu'il nous reste encore à faire avec Mira. Au fond, nous avons la chance, avec Mira, de trouver un expérimentateur qui n'est pas faussé par la somme des expériences passées et tout ce qu'on a tissé autour. Une sorte d'Einstein spontané
qui ne serait pas encombré par les possibilités ou les impossibilités de la mécanique newtonienne ou de la grammaire sanscrite ou des traités initiatiques. Peut-être faudrait-il dire une matérialiste de l'esprit. Nous pouvons dire avec Mathilde, sa mère, que tout cela sont des rêves et nous n'y contredirons pas, car après tout, les équations d'Einstein sont aussi une sorte de rêve pour bien des mammifères, supérieurs peut-être. Nous nous souvenons d'une piquante petite scène entre Mathilde et Mira, peu après la mort de l'étonnante grand-mère. « Figure-toi, disait Mathilde, je suis tout le temps en train de voir ta grand-mère. Et puis elle me fait des recommandations. Elle me dit, ne gaspille pas ton argent. » J'ai répondu à ma mère, et nous imaginons le ton de Mira qui devait retenir son rire dans ses joues. Bon, elle a raison, il faut faire attention. Mais elle est morte enfin. Comment est-ce qu'elle peut me parler? Je te dis qu'elle est morte et bien morte. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que mourir? C'était très comique, tout cela. Parce que, pour nous évidemment, tout ce qui se passe en dehors du bocal est un rêve. Nous sommes peut-être le rêve des poissons. Ou de qui sommes-nous le rêve? Il faut sortir du bocal pour le savoir. Nous pourrions donner un exemple de ce physique subtil pour nous faire mieux comprendre, un exemple personnel, mais peu importe après tout les plus belles connaissances du monde si c'est pour les laisser dans une bibliothèque. Une personne que nous connaissions bien s'est suicidée en France tandis que nous étions en Inde. Pour ce faire, elle a choisi une petite ville que nous ne connaissions pas et elle y a loué une chambre. Nous ne savions pas évidemment qu'elle allait se suicider. Or, une nuit, dans un sommeil profond, nous avons vu quelque chose qui nous a paru parfaitement banal et sans intérêt. Mais comme mère nous avait appris à ne rien négliger et surtout pas les banalités, nous avons enregistré le fait. Nous montions un escalier assez obscur et arrivions à une chambre. Nous ne sommes pas entrés dans cette chambre, nous restions sur le seuil. Quelque chose nous a fait comprendre que c'était la chambre de X, la personne qui s'est suicidée, mais nous ne la voyions pas. Simplement, notre regard s'est promené sur cette chambre, complètement nue, sauf un lit qui nous semblait être de bois blanc, en haut de la pièce, une pièce plus longue que large et qui était comme couverte d'un tapis couleur paille. Tout cela vu clairement, mais surtout une fenêtre sur laquelle notre regard s'est arrêté longtemps, comme si cette fenêtre avait une espèce d'intensité spéciale, et par cette fenêtre, on voyait une petite place avec des arbres. Nous étions plus hauts que les arbres, et d'un côté des maisons, de l'autre une sorte de rempart assez bas, et puis cette petite place qui se prolongeait perpendiculairement à nous, s'enfonçait au loin sous un ciel blafard, brumeux, glacé, avec quelques nuages noirs. Ce ciel, nous l'avons regardé un long moment, et il y avait là-dedans une sorte d'intensité presque émouvante. C'est tout. Rien de vraiment intéressant. 2 jours après, nous recevions un télégramme annonçant la mort de X. Nous nous sommes souvenus de notre chambre et avons écrit aussitôt en faisant un croquis de la pièce et de la fenêtre. C'était exactement la chambre où X s'était suicidé, avec cette différence qu'il n'y avait pas de tapis par terre, mais un plancher de pitch-pin. Or, le pitch-pin a une couleur paille. Nous n'avions pas vu les rainures du plancher. À 10 000 kilomètres, cela se comprend. Et la fenêtre, avec son paysage, était exactement ce que nous avions vu. On a retrouvé X écroulé sur le seuil de la chambre. Nous avons vu
ce que regardait son dernier regard. C'est une promenade dans le physique subtil, avec le corps subtil. Nous nous demandons si nos télescopes auraient vu les rainures du plancher à travers les murs, à la distance qui sépare Pondichéry de la côte de l'Atlantique. Nous pouvons nous demander seulement comment il se fait que nous soyons allés là-bas sans rien savoir, à l'heure exacte où cette personne mourait. Avertis comment? Mais c'est toujours notre grande illusion de la séparation. Ça, c'est le vrai rêve, entre guillemets, du monde. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser et de sentir qu'il y a là-bas et ici, et toi et moi, séparés dans deux petits sacs de peau et des tas de petites chambres inconnues au loin, mais comme le dit Mère, toi, tu es là, et moi, je suis là, et tout est là. Nous sommes un même corps qui s'appelle et se répond à des milliers de kilomètres inexistants. Seulement, il faut sortir du bocal. Il faut cesser d'être le rêve des poissons ou de quelqu'un d'autre qui est peut-être nous-mêmes, enfin, total, sans coupure. Ce corps subtil n'aurait pas particulièrement intéressé Mira s'il n'avait pas un rôle tout à fait décisif dans la vie de tous les jours. Car les morts, entre guillemets, après tout, qu'ils soient en paix, et les promenades du physique subtil, quel intérêt si elles n'améliorent pas notre promenade ici? Nous n'avons peut-être pas tous la chance, point d'interrogation, de voir notre corps subtil, mais il est là très bien, et sans lui, nous serions une sorte d'automate plus ou moins dodu, qui ne sentirait et ne percevrait que ce qui vient immédiatement toucher sa peau ou sa rétine. C'est l'instrument de communication avec l'extérieur, entre guillemets. C'est par là qu'entrent toutes les vibrations du monde horizontal. C'est en quelque sorte notre vêtement psychologique, une enveloppe qui est faite de toutes les forces que nous avons plus particulièrement l'habitude de collecter, nous pourrions dire de sécréter, mais nous ne sécrétons rien en vérité, nous avalons constamment, et quand c'est entré dedans, nous disons « c'est à moi ». Nous ne nous apercevons pas du passage d'entrée des vibrations. Nous vivons n'importe comment, à vrai dire. Ce vêtement, il est donc à la couleur et à l'intensité de nos habitudes vibratoires. Il y a toutes sortes de vêtements. Nous sommes tout un réseau de microscopiques forces habituelles, d'angoisse, de désir, de colère, de velléité, de soif, d'aspiration, qui font un vêtement plus ou moins solide, plus ou moins clair, rouge, bleu, vert, ou le plus souvent un affreux mélange, qui ressemble au meilleur Picasso, ou quelquefois même pas de couleur, une buée grise, un magma sombre. Et quelquefois, il est plein de trous, ce vêtement. La dépression, le découragement ont un effet désastreux. Ils le criblent de trous, pour ainsi dire, affaiblissement, affaiblissent son étoffe, lui enlèvent toute résistance et ouvrent en lui un passage commode pour les attaques hostiles. Et il change constamment. Il est ouvert à toutes sortes de suggestions, et celles-ci peuvent, en un moment, changer et presque reformer sa condition. Une suggestion mauvaise agit sur lui très fortement, de même qu'une bonne opère en sens contraire avec la même force. La paix, l'égalité d'âme, la confiance, la foi en la santé, un repos et une bonne humeur invariable, un brillant consentement lui donnent sa force et sa substance. C'est la porte même de toutes nos maladies. Nous disons tel microbe, tel germe, mais il n'est rien qui ne soit un microbe ou un virus,
On est entièrement fait de ces choses, s'exclame Éphémère. Ils donnent de vilains noms aux choses qu'ils ne veulent pas. Mais c'est tout la même chose. Ce qu'on appelle maladie est une chose constante, un état constant dans lequel on se trouve ou ne se trouve pas. Si l'on est de bonne humeur, le microbe ne fonctionne pas. Si l'on est de mauvaise humeur, n'importe quoi devient une maladie. On est dans la maladie. On attrape le petit hasard, entre guillemets, que l'on a soigneusement agglutiné autour de soi. Nous avons la maladie de notre propre vêtement. C'est la seule maladie. Et la seule guérison est de refaire son vêtement, raccommoder les trous, changer de couleur, une couleur un peu plus brillante et saine. Mais pour cela, il faut clarifier un peu la matière. Il faut cesser d'être un moulin à vent où tout rentre comme chez soi, alors on commence à voir la danse des vibrations. Quand elles arrivent, on les perçoit à l'extérieur de soi, à une distance, comme en tangente, juste quand elles touchent notre enveloppe ou notre corps subtil. Une toute petite vibration qui peut avoir 36 intensités et toutes sortes de couleurs et qui dit exactement ce qu'elle est. Désir, colère, mauvaise pensée, suggestion de maladie, c'est intrompable, en dépit de tous les sourires et les bonnes paroles ou les bons airs que l'on peut coller dessus. Ça peut s'accompagner d'une sensation, ça peut s'accompagner d'un goût, ça peut s'accompagner aussi d'une odeur. Il y a de ces formations de maladies qui donnent un goût spécial à l'air, une odeur spéciale ou une petite sensation spéciale, comme quand on passe la main sur une étoffe à rebours. Le monde entier devient clair, tout devient clair. On est le maître chez soi, on laisse entrer ce qu'on veut, on flanque dehors ou on balaye ce qu'on ne veut pas, et toute la vie devient très différente au lieu d'être l'affreux mélange auquel on ne comprend rien. Et puis quand on sort de son corps pour mourir ou pour rêver, entre guillemets, on évite bien des cauchemars. Le déterminisme vertical. Et il y a tout le monde des vibrations verticales. Se promener là n'avait de sens pour elle que si l'on pouvait en ramener quelque chose ici. Une illumination intérieure qui ne tient pas compte du corps ni de la vie extérieure n'est pas d'une grande qualité car elle laisse le monde tel qu'il est. Cette Shakti, cet unique corps de conscience ou de force qu'elle voyait passer à travers toutes sortes de petits relais humains ou non humains et qui semblaient s'altérer, se teinter de jaune ou de noir selon le milieu qu'elle traversait, se diviser et presque se pulvériser à mesure qu'elle s'enfonçait dans la matière, elle voulait en saisir la coulée pure, et les grandes ondes rythmiques au lieu du petit fracas polychrome, morcelé, syncopé, discordant. Elle sentait spontanément que si l'on pouvait faire couler une goutte de sang pur dans la matière, cela pouvait tout changer. Changer, c'était déjà son mantra ou son mot de passe. La mort, au fond, le noir qui absorbe tous les rayons du spectre sans plus rien refléter, qui ne répond plus et se décompose parce qu'il ne répond plus. Cette pulvérisation ultime, c'était seulement un paroxysme de discordance. Si l'on pouvait faire entrer le rythme partout,
Les conséquences mortelles de la discordance devaient cesser. C'était presque une question de mécanique pour elle. Comment ça, qui est tordu, peut-il être remis droit? Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était une déviation de ce qui me paraissait la ligne lumineuse, la ligne droite, pas droite au sens géométrique, la ligne lumineuse, purement lumière, la moindre petite déviation, oh, c'était la seule chose qui me tourmentait. Jamais, jamais l'idée qu'on est vertueux ou l'idée qu'on est pécheur, jamais, jamais. Le rayon direct, c'est cela qu'elle cherchait et voulait faire entrer dans tout, à chaque pas et dans la moindre banalité. Et tout était mortel ou pouvait être mortel sans ce rayon direct. La mort commençait à la division du rayon. Ce rayon, elle le sentait au-dessus d'elle. Elle le voyait traverser tous ces petits milieux, se teinter, se réfracter, comme dans les petits bocaux du pharmacien, se diviser, s'éparpiller en d'innombrables petites forces, se quereller naturellement parce que chacune voulait être le seul rayon et souffrir naturellement parce que chacune était en quête du grand rayon qu'elle n'était plus. C'était simple. Et pourquoi donc était-ce si compliqué? Dès que l'on faisait un pas au-dessus du petit bocal, monté d'un degré seulement, tout commençait à changer. On pouvait voir, ou on pouvait suivre toutes les petites forces qui s'ébattaient là-dedans, comme les poissons dans l'aquarium. Des bancs de petites pensées, des remous, des désirs, des ruées de volonté, naines ou plus voraces, qui se jetaient l'une sur l'autre ou passaient de l'un à l'autre sans séparation, et tout cela faisait toutes sortes de maléfices, avec parfois, par chance, des petites bulles de lumière qui changeaient la direction des forces et des courants. Un petit incident avait frappé Mira plus que 100 autres qu'elle voyait constamment, car elle l'a raconté plusieurs fois. Cela se passait du temps où tout Paris lisait le journal le matin. Or, en tête du journal, à la première page, il y avait un petit groom qui vous tendait gentiment un calendrier avec la date du jour. C'était le 22 ou le 23, avec les misères habituelles, mais c'était un gentil petit groom dans tous les cas. Le héros de l'incident avait pris une chambre dans un grand hôtel. Il venait de voyager, il était fatigué, il a dormi. Mais voilà que dans le sommeil, il a vu une chose vraiment bizarre. Le petit groom du journal le matin venait et au lieu de lui tendre le calendrier et de l'inviter aux joies de la nouvelle journée, il l'invitait à monter dans son corbillard. Il y a bien des bizarreries dans le sommeil et mon Dieu, le voyageur n'y a pas fait spécialement attention. Il s'est levé, rasé et il est sorti sur le palier pour descendre. Au milieu du couloir, le petit groom de l'hôtel était là et gentiment l'invitait à monter dans l'ascenseur. Du coup, il a eu un choc et s'est souvenu de son rêve. Non merci, je descendrai à pied. 2 minutes après, l'ascenseur s'est écrasé par terre. C'était aussi une promenade dans le physique subtil, juste un petit degré au-dessus de la matière qui nous semble matérielle. Heureuse promenade. Mais peut-être pourrions-nous faire ainsi beaucoup d'heureuses promenades qui conjureraient les petits maléfices des courants de force entrechoqués dans notre bocal humain. Peut-être pourrait-on faire vraiment une meilleure promenade dans la matière si nous y introduisions l'œil d'au-dessus et le rayon d'au-dessus. C'est bien ce que se disait Mira. Car après tout, toutes ces forces divisées, entremêlées, elles sont issues d'une seule force. Il n'y a pas
36 forces au monde, ni 36 maléfices. Ou 36 biens, il n'y en a qu'une. Et si l'on touche cette une pure, si on la tire dans cet encombrement, toutes les lois du bocal pourraient s'en trouver changées. Peut-être faudrait-il dire que tout le milieu et tout l'indice de réfraction du milieu s'en trouveront changés et que ce qui nous semblait divisé, fragmenté en heures colorées ou décolorées, comme une palette incohérente, se mettrait à couler autrement et à faire un tout autre tableau. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est le tableau du monde. Nous vivons une approximation, presque une caricature de quelque chose qui nous échappe et qui pourtant est là, entièrement là. Car où est l'ailleurs vraiment? L'ailleurs est seulement revêtu de tout ce que nous mettons dessus. Il a la couleur de nos yeux, l'épaisseur de nos doigts, l'éloignement de notre cœur. Il est aux millions d'années-lumière de notre pensée et des lois de notre pensée. En fait, le trajet ne consiste pas à sortir de là, à escalader des sommets de conscience, traverser des plans et des plans pour atteindre quelque inaccessible quelque chose, mais peut-être seulement à traverser nos propres sargasses, des couches et des couches évolutives accumulées qui nous donnent l'impression de voyager, nous éloigner, partir dans un ailleurs de plus en plus clair, léger, immense. Et tout le temps, cette immensité était là, sous chacun de nos pas et dans les plus grises banalités. Cette légèreté nous habitait toujours, et cette clarté n'était d'aucun au-dessus, mais d'un tout là, désencombré. Nos paradis ne sont pas à des millions de lieues, ni pour demain, ni en d'autres vies. La vie totale est là. La mort est seulement le trajet de notre inconscience. Et quand cette couche-là aussi sera clarifiée, l'éternité brillera dans un moment et le paradis sera notre corps léger. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de demain, pas d'ailleurs, pas d'autre chose. Il y a cette éternelle chose sous nos pas et dans nos plus petits gestes, recouverte d'un million de couleurs et de lois qui sont seulement la loi de cette couleur et l'implacable gravitation de notre propre obscurité. En vérité, nous vivons dans un monde infiniment léger, fluide, souple, incroyable, mais nous n'y croyons pas. Nous croyons en la mort, en Newton, en les lois de Mendel et toutes les équations implacables des médecins et des juges d'une petite bulle colorée qu'ils ont eux-mêmes soufflée. Nous suivons l'inexorable déterminisme de notre propre couleur et de notre propre milieu de conscience. Des couches de déterminisme superposées, dira Mère. C'est comme si ce monde immense était une formidable projection, une unique projection qui passe à travers des milieux ou des couches de plus en plus épaisses, obscures, et qui, à chaque niveau, prend la couleur ou la loi, entre guillemets, de cette épaisseur-là. Mais c'est le même rayon, de la même Shakti, pure, légère, immense, voyante,
libre, la même chose, toujours, car il n'y en a pas deux. Nous-mêmes, dans ce petit corps, nous sommes une série de milieux superposés ou de couches plus ou moins denses, chacune avec son petit centre qui correspond au milieu ou à la couche universelle identique, et nous avons toutes sortes de vies possibles selon le centre ou le milieu dans lequel nous nous situons. Nous pourrions dire que nous avons toutes sortes d'histoires possibles et que tel geste, telle scène, tel accident d'en bas est comme la caricature ou la déformation d'un même geste et d'une même scène qui, vécue à un niveau supérieur, aurait pu faire une toute autre histoire, et pourtant la même toujours, mais vue dans une autre lumière, comme si, à chaque vie, nous faisions une toile avec une certaine couleur, et parfois nous tirons des petits éclats d'une autre couleur, une petite trouée dans l'absurde déterminisme, qui sont les annonciateurs de la prochaine toile. La même histoire, plus pure, plus harmonieuse. On pourrait dire, disait Mère, que toute circonstance, tout événement, toute chose a une existence propre, pure, qui est l'existence vraie, et un nombre considérable d'existences impures ou déformées qui sont l'existence de la même chose dans les divers domaines de l'être. Ce qui revient à dire qu'en dépit des déterminismes les plus absolus en ligne horizontale, si l'on sait franchir toutes ces lignes horizontales et arriver jusqu'au point suprême de la conscience, on est capable de faire changer les choses qui en apparence sont absolument déterminées. Un peu comme le spectateur du premier étage qui arrête une pierre dans sa chute et l'empêche d'écraser la tête du passant simplement en tendant la main au passage. Le petit groom du rêve est seulement un premier pas de ce nouveau déterminisme vertical, entre guillemets, un premier pas au-dessus, encore entre guillemets, disions-nous, mais peut-être est-ce simplement un premier désencombrement de l'immédiatement là, une première clarification de l'épaisse couche dans laquelle nous vivons, une première légèreté parmi les équations barbares, un début de l'histoire vraie. Et peut-être, vie après vie, jouons-nous une même scène, immense, toujours, mais chaque fois vécue dans une lumière plus complète. Le monde est une nouvelle histoire qui s'éclaircit. Nous sommes un autre, total, qui devient lui-même peu à peu. La rencontre. C'est l'histoire du monde que Mira aurait voulu plus claire. La sienne, elle la connaissait bien, s'était vécue et rabâchée sous tous les bonnets, pharaoniques ou de paille. Ce qu'elle voyait autour d'elle, c'était la misère de Rodin, la misère de Rouault, la misère de Morisset. Comment? C'est ça la vie? Comment? C'est ça les hommes? La misère de tous, sous des couleurs plus ou moins brillantes. Ce sont ces petits déterminismes-là qu'elle aurait voulu changer, et peut-être finalement l'obscur déterminisme de ce monde enfermé dans une petite couche soi-disant scientifique, chacun dans un sac de matière qu'il croyait rigide, séparé, mortel. Que l'illusion se dissipe, s'écriait-elle dans l'un de ses plus anciens écrits.
que cet univers douloureux sorte de son affreux cauchemar, cesse son épouvantable rêve. Et qu'avait-elle à sa disposition? Des rêves, des visions chaotiques et parfois inexplicables, des perceptions innombrables qui trouaient les apparences sans les guérir, des rythmes d'une autre harmonie, des petites vibrations étincelantes, comme une lumière de diamant et qui semblait déchirer les ténèbres sans les dissoudre, des degrés et des degrés de conscience qui paraissaient finir dans un air raréfié, des mondes et des corps qui n'étaient plus le corps de la terre ou d'une autre terre peut-être, pas encore née. Et tout cela était flou, mélangé, inexpliqué. Elle avait cette soif seulement, comme si sa soif était sa plus claire certitude. Une sorte d'avenir pas né et qui brûlait dedans comme une flamme blanche. Des rêves, entre guillemets. Tu ne seras jamais bonne à rien. Elle avait 26 ans. Elle était seule. Mais elle sentait que ses rêves, il devait y avoir un moyen de les pousser dans la matière. Le moyen, il devait y avoir un moyen. Et c'est cette soif du moyen qui devait finalement cristalliser le moyen. Ce sont tous ces rêves, entre guillemets, ces imaginations, entre guillemets, comme ils disent avec une sorte de commisération, qui préparaient une formidable révolution dont le monde n'a pas encore commencé de mesurer l'ampleur radicale. Oh, nous avons bien l'imagination de la mort, l'imagination de notre téléphone et de la bombe et des graphiques de maladies. Nous avons toutes les imaginations destructrices et les plus admirables imaginations des grands médecins de la science qui viennent prescrire des remèdes pour une maladie qu'ils ont eux-mêmes créée, des engrais chimiques pour fertiliser des terres qu'ils ont dévastées de leurs oiseaux, toute la pharmacopée de leur indigence de conscience. Mais il y a des êtres rares, des enfants encore, qui ont l'imagination de la vérité, comme dira mère, de jeunes pousses pas encore touchées par le vent putride de notre civilisation et de l'intelligence, qui ont la capacité d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore manifesté, une terre plus vraie, une matière plus vivante, qui possède, comme des antennes qui vont dans un monde pas encore réalisé, qui attrapent quelque chose là et puis qui le tirent ici. C'est cela que faisait déjà Mira, tirer. Elle tirait à tâtons le monde de demain. Elle voyait une matière qui sera notre prochaine matière. Elle cherchait, sans bien savoir, ce petit nombre d'êtres qui sont capables de faire descendre un autre déterminisme dans le déterminisme physique. Elle était très seule. Or, à un moment que nous pouvons situer à peu près exactement au début de 1904, quand elle était au bout de ses ressources, et juste avant de rencontrer un singulier personnage qui allait lui donner enfin une explication un peu coordonnée de ses expériences, Mira a eu une série de rêves, encore des rêves, où elle rencontrait Sri Aurobindo, dont elle n'avait jamais entendu parler, qui était complètement inconnu en France, 10 ans avant de le rencontrer physiquement à Pondichéry en 1914. J'ai eu une série de visions, et plusieurs de ces visions
Je ne savais rien de l'Inde. Note, rien, comme les gens d'Europe n'en savent rien. C'est un pays avec des gens qui ont des habitudes et des religions et une histoire confuse, imprécise, et il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se sont passées par là et dont on a parlé. Voilà. C'est-à-dire que je ne connaissais rien. Et alors je voyais, j'ai vu dans ces visions Sri Aurobindo, tel qu'il était physiquement, mais glorifié. Je veux dire, le même homme, tel que je devais le voir plus tard pour la première fois, presque maigre, avec cette couleur dorée bronzée et ce profil un peu aigu, cette barbe folle, ces longs cheveux, habillé d'un dhoti, avec un pan du dhoti ramené sur l'épaule, les bras nus et une partie du corps nu, les pieds nus. À ce moment-là, j'ai cru que c'était un costume de vision. C'est te dire que je ne savais rien. Je n'avais jamais vu des Indiens habillés à l'indienne. Et dans ces visions, j'ai fait une chose que physiquement, je n'avais jamais faite. Je me suis prosterné, et à la manière hindoue. Et tout cela, sans aucune compréhension dans le petit cerveau. Compréhension. C'est-à-dire que je savais vraiment ce que je faisais, comment je le faisais. Rien du tout. Je faisais, et en même temps, il y avait l'être extérieur qui se demandait qu'est-ce que c'est que tout ça. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en 1904 exactement, au début de 1904, Sri Aurobindo allait commencer son propre yoga conscient, tandis que Mira, de son côté, allait pour la première fois commencer son exploration systématique des plans de conscience ou des couches de déterminisme pour remonter à ce point suprême. Comme si l'un et l'autre attendaient cette rencontre pour se mettre ensemble au travail. 10 ans avant de se rencontrer. C'était une rencontre dans le physique subtil, juste un petit degré au-dessus de la matière. Mais est-ce au-dessus vraiment et en dehors de la matière, ou dans une matière plus exacte que celle de nos yeux? Et si ce sont des rêves, alors où est la réalité? Ou bien, la réalité est-elle un rêve qui devient vrai selon la capacité du rêveur? Et il en est qui ont la capacité de rêver l'avenir du monde, comme d'autres attrapent au piège de petits enfers qui deviennent vrais ou de minces utilités qui s'évanouissent. Prenons bien garde à nos rêves, car finalement, que pouvons-nous rêver dans notre bocal? Il n'y a pas plus un rêve qui soit à nous qu'une pensée que nous puissions créer de toutes pièces. Ça va, ça vient, ça passe, ça roule avec le grand torrent de Shakti. Nous attrapons au passage des petites misères, des grandes misères, des rêves gris, des rêves roses, selon la longueur d'onde que nous sommes capables de capter. Et tout cela est la déformation plus ou moins claire, plus ou moins sombre, du rayon qui passe par notre bocal. Mais l'avenir n'est pas demain, pas plus que Pondichéry n'est à 10 000 kilomètres, ni la rencontre dans 10 ans, ou la grande lumière qui changera tout à des distances séculaires et des plans aériens. Elle est à la distance de notre encombrement. L'avenir est le lent trajet à travers nos couches d'inconscience. Demain est de l'autre côté du bocal, comme nous le sommes pour nos frères les poissons. Nos paradis n'attendent pas notre mort,
pas plus que notre liberté n'attend de super constitution, ni la jolie terre à millénium de grâce. C'est tout là, sans encombrement. Ce n'est d'aucun autre côté, à nulle distance. Il n'est d'autre côté que de notre épaisseur de conscience. Il n'est de déterminisme que de l'obscurité de notre milieu. Il n'est de loi que celle que nous rêvons dans un bocal. Prenons bien garde à nos rêves. L'avenir est une grande fleur solaire qui brille au milieu de nous, qui semble s'ouvrir pétale après pétale à mesure que nos yeux se dessillent. Et si nous ouvrions les yeux un peu plus vite, si nous comprenions un peu plus vite, si nous déchirions ces fausses ténèbres d'un coup d'œil radieux, oh, qu'attendons-nous? Certains ouvrent les yeux plus tôt, plus vite, et ils tirent dans nos consciences ce grand rêve tout là qui n'est rêve que pour nous. Ils ont la douleur de porter la sombre couche d'inconscience pour faire parvenir le rayon dans notre substance opaque. Ils attendent. Oh, qu'attendons-nous pour nous réveiller de ce cauchemar? Et nous inventons des machines, des constitutions, des panacées qui ratent toujours, tandis qu'attend le seul regard qui dissoudrait tous nos fantômes. Si seulement nous comprenions. On peut se demander encore comment il se fait que Mira ait rencontré 10 ans avant quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, un inconnu qu'elle croyait en costume de vision. Et où est l'inconnu? Sauf dans notre bocal. Où est l'autre? Le grand mystère qui n'a pas de mystère. Le mystère est dans notre couche d'inconscience. L'autre est nous-mêmes, qui se croient dans un tout petit sac séparé. Et nous marchons depuis des temps immémoriaux avec un million d'inconnus qui ont partagé notre toit, nos jeux et notre misère, en route vers un point suprême où tout se reconnaît, parce que chacun est tout et tout était toujours connu. Le temps est peut-être seulement la lenteur de notre conscience. Mère et Sri Aurobindo avaient longtemps marché ensemble, longtemps rêvé, et chaque fois leurs rêves se faisaient plus proches, chaque fois ils clarifiaient un peu plus le passage du grand rayon. Ils avaient l'imagination de la vérité. Ils tiraient sur la terre le vrai réel que le monde ordinaire appelle illusion.